Bonjour, bienvenue dans le 13h de RTI1, au sommaire de votre journal. Le monde est en pleine crise sanitaire, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, mais le processus d'enrôlement pour la nouvelle carte d'identité suit son cours. Pourquoi? Quelles sont les dispositions qui sont prises contre la propagation de la maladie? Hier soir, le ministre de l'administration du territoire était sur le plateau du 20h pour des éclairages, vous l'entendrez. Encore des cas confirmés de malades à Covid-19 en Côte d'Ivoire. Hier soir, le pays a enregistré 59 nouveaux cas, portant le total à 801. 239 personnes, bien heureusement, en sont guéries, mais nous enregistrons également des morts. 8 décès depuis le début de la pandémie en Côte d'Ivoire. La guerre contre les djihadistes, la pandémie de coronavirus, le principal opposant Soumaïla Cissé enlevé. Le contexte est aussi sombre avant le second tour des législatives au Mali ce dimanche 19 avril qu'il ne l'était avant le premier. Le gouvernement a tout de même choisi de maintenir le scrutin qui se tient depuis 8 heures ce matin. Le coronavirus continue de circuler, les chiffres continuent de grimper. Des malades, il y en a, des morts aussi. Pour freiner le virus, dans sa course, des gestes simples sont préconisés. Ce sont notamment la distanciation sociale, rester à une distance d'1 mètre avec les autres, tousser ou éternuer dans le creux du coude, se laver fréquemment les mains avec du savon et de l'eau ou utiliser une solution hydroalcoolique ou alors simplement rester chez soi. Se confiner pour se protéger et protéger les autres. Le confinement, la quarantaine, des termes récurrents depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, nous allons tenter de mieux les comprendre, les effets négatifs du confinement, ses effets positifs, comment gérer une période de quarantaine. Nous allons même évoquer le déconfinement que nous allons connaître en fin d'épidémie. Notre invité aujourd'hui est médecin psychiatre, docteur Brunguessan. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Hamza. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retrouve dans 30 minutes. Je vous en prie. À tout à l'heure. Covid-19, ce virus redoutable, invisible et imprévisible, continue de malmener le monde. C'est l'une des rares activités qui tient la route depuis le début de l'épidémie de coronavirus. C'est le processus d'enrôlement pour la nouvelle carte d'identité. Hier soir, le ministre de l'administration du territoire était sur le plateau du 20h avec Marie-Laure Ungoran. Sidiki Diakité a parlé de l'opération en elle-même et de son maintien en cette période de pandémie. On écoute là un extrait de son intervention. Dès l'entame de cette opération le 17 février dernier, nous avons enregistré un grand engouement de la part des Ivoiriens pour cette opération. Et cela dû au fait qu'ils étaient dans l'impatience de pouvoir obtenir cette pièce d'identité. Et malheureusement, au bout d'1 mois de fonctionnement, ce mois qui a été utilisé par l'Office national de l'état civil et de l'identification pour la formation des agents, leur déploiement, ainsi que la mise en place du matériel technique, un matériel technique nouveau. Et au bout de ce mois, malheureusement, l'ONESI, qui avait commencé déjà à atteindre son rythme de croisière, a été freiné dans ses activités parce que nous avons enregistré le premier cas à coronavirus en Côte d'Ivoire et l'État ivoirien a dû prendre des mesures restrictives, des mesures barrières. Cela a entraîné une baisse de l'affluence dans les lieux d'enrôlement et a eu une influence également sur le nombre de personnes enrôlées. Cependant, l'ONESI aujourd'hui a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les objectifs fixés soient atteints. Toutes les dispositions sont prises pour un fort déploiement à l'intérieur du pays et après avoir réduit le nombre de centres d'enrôlement, aujourd'hui, nous sommes en montée en puissance de ce centre d'enrôlement avec 1200 kits fixes déjà mobilisés au niveau donc de l'intérieur du pays, près de 500 kits également mobiles déployés au niveau de l'intérieur du pays et avec environ 2000 autres kits en attente de déploiement. La désinfection de toutes les surfaces de contact des différents appareils avant et après le passage de chaque pétitionnaire. Et j'insiste sur cet aspect parce que nos agents mettent un point d'honneur à respecter ces mesures barrières pour éviter que les différents pétitionnaires
ne soient des vecteurs de contamination. Toutes les dispositions sont donc prises pour protéger tous les pétitionnaires et les agents en charge de l'établissement des cartes nationales d'identité. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a encore enregistré de nouveaux cas de coronavirus. Hier soir, le pays a connu 59 autres cas de contamination, portant à 801 le nombre total. On enregistre heureusement de nouvelles guérisons. Il y en a eu 19 ces dernières 24 heures. À ce jour, 239 personnes ont vaincu la maladie en Côte d'Ivoire, mais 8 personnes en sont mortes. Le point de la situation dans le monde est le suivant. Au Ghana, 834 malades ont été recensés, 99 sont guéris et 9 décédés. Au Burkina Faso, 565 sont des cas confirmés. Au Burkina Faso, là-bas, 321 personnes ont recouvré la santé, mais avec 36 morts. Au Sénégal, 350 cas confirmés, 211 guéris, 3 décès. Au Mali, 216 cas de COVID-19, 41 guéris et 13 décès. Puis au Togo, pour boucler notre tour en Afrique de l'Ouest, 84 cas de contamination sont enregistrés, 49 guéris, 5 décès. Le total des cas en Afrique s'élève à ce jour à 21 617. Le vieux continent, l'Europe, enregistre au total 1 20 194 cas de COVID. En Amérique du Nord, 859 361 personnes sont atteintes de coronavirus. L'Asie est au bas du classement avec seulement 418 422 cas. Le monde enregistre à ce jour 2 331 099 cas de contamination, plus de 598 000 personnes guéries et 160 952 décès à déplorer. Des cas de contamination, il y en aura encore certainement, mais le gouvernement veut limiter les dégâts. Et chaque jour, un point de presse est organisé pour faire le point et surtout pour continuer la sensibilisation. Hier samedi, c'est Ramata Libakayoko qui s'est prêtée à l'exercice. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a présenté son plan d'urgence pour soutenir et protéger les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap. Avec le porte-parole de la police nationale, la ministre est aussi revenue sur les violences domestiques et sexuelles qui sont punies par la loi. 61 décès pour cause naturelle, 801 interpellations pour non-respect du couvre-feu. Voilà le point sécuritaire au 26e jour de l'instauration de l'état d'urgence. Hormis les décès et les assistances, le nombre d'interpellations du non-respect du couvre-feu est expressif. Les habitudes ont visiblement la peau dure, même en période de crise sanitaire qui demande un maximum de retenue. Autre point sécuritaire, 374 assistances, y compris les violences domestiques, en croissance ces derniers jours. Pour toutes ces violences basées sur le genre, hommes, femmes et enfants battus, le porte-parole de la police invite les témoins à dénoncer les coupables. La police nationale, voire les FDS en général, tiennent à rassurer les populations que ces actes d'illégalité manifeste sont prévus et punis par le Code pénal ivoirien. Invitons par conséquent tout témoin ou acte ou victime de tels faits à en dénoncer les auteurs sans délai au numéro suivant 20 25 00 40 100 111. Le stress du couvre-feu ne saurait être un prétexte à la violence. Des centres de secours sont ouverts. La capacité opérationnelle de la police vient d'être renforcée en matériel à hauteur de 104 millions de francs CFA pour permettre la mobilité des équipes afin d'accroître leur efficacité. Un travail qui est fait en lien avec les ministères techniques, notamment le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le cas des violences conjugales qui lui aussi recense les faits d'insécurité domestique liés au Covid-19. En période de pandémie, les violences faites aux femmes sont une réalité. Des faits extrêmement graves de violences domestiques sont portés à notre connaissance et nous avons mis en branle, bien sûr, toute notre artillerie, les 62 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, sur toute l'étendue du territoire, afin que les cas soient systématiquement dénoncés et pris en compte. Le Covid-19 emporte dans son sillage des vies, mais aussi des emplois, des activités informelles dont vivent de nombreuses femmes et enfants. Ce sont des centaines de ménages, d'enfants vivant avec le VIH et d'enfants en situation de rue menacés aujourd'hui par le Covid-19.
Pour l'heure, face à la menace du Covid, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en place un plan d'urgence de prise en charge de ces enfants. Ce programme consiste à les regrouper dans des centres où ils bénéficient d'une assistance alimentaire et sanitaire et avec une sensibilisation sur le Covid-19. Le plan de riposte du ministère de la Femme comprend la fermeture dès les premières heures de l'apparition du Covid-19 des structures d'encadrement de la petite enfance pour protéger les tout-petits. Une approche innovante avec la formation en ligne des professionnels de la petite enfance. 250 personnes sont déjà formées et bientôt mises en mission pour sensibiliser les familles sur les mesures barrières. Des mesures que ne cesse d'expliquer ici la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Depuis un certain temps, nous assistons à un accroissement du nombre de cas positifs au Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel à la vigilance et à l'adoption de mesures barrières seules efficaces pour se prémunir contre le virus dans le contexte actuel. Pour Edith Clarisse Kouassi, le nombre de cas croissants d'infection Covid-19 révèle qu'il y a urgence à dépister les populations. Le nombre de cas continue d'augmenter, traduisant le fait que nous soyons toujours dans la phase d'ascension de la pandémie dans notre pays et qu'il faille persister dans la lutte par la mise en œuvre des recommandations du gouvernement et en particulier par la forte adhésion aux mesures barrières. Plus on dépiste, plus on a la possibilité de détecter les cas positifs si la circulation du virus est active. Plus il y aura de cas positifs pris en charge correctement, plus le nombre de guérisons augmenteront. Des centres de prise en charge sont ouverts. L'acquisition de matériels médicaux et de médicaments peuvent aider à endiguer l'épidémie. Mais le respect des mesures barrières reste pour l'heure le moyen sûr d'éviter le Covid-19. C'était un récit de Gabriel Zani. L'armée ivoirienne est également au front. L'ennemi est invisible, mais le combat a lieu. Pour freiner la course du coronavirus, la Grande Muette a pris des dispositions. Les forces terrestres, l'armée de l'air, la marine nationale, toutes sont mobilisées dans la bataille, tant la bataille est rude. Les précisions d'Abou Sanogo. Nous sommes à l'état-major de l'armée de l'air. Il assure la surveillance et la défense de l'espace aérien national. À la base aérienne d'Abidjan, nous nous sommes intéressés à la contribution de l'armée de l'air dans la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Et c'est le centre opérationnel air qui nous reçoit. Ici, on planifie, on coordonne et on suit l'ensemble des activités opérationnelles aériennes et terrestres. En réponse à la riposte contre le Covid-19, l'armée de l'air a mis en place un dispositif constitué de 3 aéronefs. Un CASA C295 que nous avons mis spécialement pour l'évacuation sanitaire des malades en ambulatoire. Nous avons prévu donc un maximum de 10 malades, plus le personnel médical pour cet aéronef. Pour ce qui concerne le 2 aéronefs, un Antonov 26 que nous avons mis en place pour tout ce qui est malade sous assistance respiratoire. Il y a des régions de notre pays d'accessibilité difficile pour ce qui est des aéronefs. Nous avons prévu à cet effet un hélicoptère Mi-8 qui pourra donc être plus accessible pour des malades dans les autres régions où l'accessibilité serait un peu plus difficile. Nous quittons la base aérienne d'Abidjan pour atterrir dans une autre base, la base navale annexe de la Marine nationale au plateau. Et de là, nous embarquons pour la base navale de Lokodrou qui abrite l'état-major de la Marine nationale qui assure la surveillance, le contrôle et la défense des lagunes. Une fois débarqués, nous nous rendons au COM. Entendez, le centre opérationnel de la Marine nationale qui est chargé de garantir la surveillance stratégique portée sur la sécurité et la sûreté maritime dans les eaux ivoiriennes. Contre le Covid-19, la Marine nationale a renforcé tout son dispositif. Il y a la fermeture des entrées des 2 ports, notamment le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Il faut dire qu'avec nos senseurs, on arrive à avoir une veille passive à l'entrée des ports, déjà à partir du canal. On essaie d'interdire, de détecter enfin tout mouvement de navires au-delà des navires en exception, tels que les navires de produits pétroliers ou de vivriers et autres. Le chef d'état-major de la Marine nationale, le contre-amiral Nguessan Kwame Célestin,
nous parle ici des opérations menées par ces hommes dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans la mesure où nous avons une zone frontalière avec le Ghana à travers la lagune Abi, nous avons un dispositif qui est déployé dans ces zones et nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'entrée de pinasses aux côtés de certaines structures telles que les douanes et les affaires maritimes. Dans la zone ouest, c'est-à-dire du côté de la lagune Ébrié, nous avons un dispositif au niveau de Jacquesville qui permet d'éviter le contournement du corridor qui est mis au niveau de Dabou pour éviter que certains empruntent la voie d'eau lagunaire pour essayer de contourner ce corridor et aller prendre soin des véhicules au niveau des Grands Laos. Après la Marine nationale, nous mettons le cap sur la frontière avec le Libéria. Les forces armées ivoiriennes sont déterminées à faire barrage au nouveau coronavirus en mettant à exécution les mesures du gouvernement de fermer les frontières terrestres. Nous continuons de tenir fermement nos positions sur les frontières, notamment au nord, face à la menace terroriste. Et nous menons en ce moment une vaste opération de ratissage dans la zone de Tabou, à la frontière avec le Libéria, au regard des derniers événements qui y sont survenus. Mais derrière, face à la pandémie et sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Défense, nous mobilisons toutes nos capacités de soutien, toutes nos capacités de secours aux populations. L'armée ivoirienne dans la lutte contre le coronavirus Covid-19 va jouer pleinement sa partition. Le coronavirus met à rude épreuve la planète. L'Union africaine et les ambassadeurs africains accrédités en Côte d'Ivoire se mobilisent contre la maladie. À l'occasion d'une visioconférence, ils ont échangé cette semaine sur le rôle qui peut être le leur dans cette crise sanitaire. Éric Goré a suivi la réunion pour vous. La représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire s'entretient par vidéoconférence avec les ambassadeurs des pays africains. La lutte contre le Covid-19 est au cœur des débats. Joséphine Charlotte Kalla engage ainsi la représentation de l'Union africaine dans la guerre contre la pandémie, tout en saluant les efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette présence du Covid-19 qui commence à faire des dégâts sur le continent africain est une préoccupation de l'Union africaine ainsi que des ambassadeurs des pays africains accrédités en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour nous de saluer les efforts du gouvernement ivoirien qui ne ménage pas les moyens, les efforts, les sacrifices pour pouvoir mener une guerre qui va nous permettre de vaincre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour lutter efficacement contre le coronavirus, les autorités ivoiriennes invitent les populations à respecter les 13 mesures barrières. Du côté d'Anyama, non loin d'Abidjan, on se bat à fond pour que le virus n'y entre pas. L'équipe municipale est descendue cette semaine sur le terrain pour porter le message de sensibilisation. Les membres du conseil municipal ont investi tous les quartiers de la commune, des plus reculés aux plus populaires, pour faire respecter les mesures barrières. Le témoignage de Serge Colléa. Dans la commune d'Anyama, la municipalité a déployé des équipes de sensibilisation contre le Covid-19. Des hommes et des femmes, conduits par des conseillers municipaux, sont chargés de rappeler les mesures barrières tout en appelant à leur respect. Vous êtes jeunes encore, vous n'avez pas porté de casque. Et puis vous allez manger ensemble dans la même assiette, ça ne se fait plus. Il faut arrêter tout ça. Au quartier Belleville Unicafé, par exemple, le message est véhiculé en langue locale. Il faut porter Fuyado. Et puis, Watibi, Ayaburuko, Gel, Démission, Bourgognanato, Ayaburuko, Nebe Dominica, Ayaburuko, Nefrabetrama en groupe, Ayametrikin, la Nonge, et mettre des distances entre vous. Une stratégie qui permet aux populations d'être informées. Je retiens qu'il faut respecter les mesures d'une distance de 1 mètre et s'approprier les gants et les cache-nez. Et surtout éviter les regroupements de plus de 50 personnes. Cette initiative de l'équipe municipale répond à l'appel lancé par le chef de l'État Alassane Ouattara demandant aux élus locaux de s'impliquer davantage dans la lutte contre le Covid-19. Nous, au niveau de la mairie d'Anyama, nous sommes organisés, nous avons fait un programme, nous allons effectivement sillonner tous les quartiers d'Anyama
pour expliquer famille en famille, n'est-ce pas, les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, pour que Agnaman soit une barrière à cette maladie. L'équipe municipale d'Agnaman ne fait pas que sensibiliser. Accompagnée d'opérateurs économiques, elle a remis une centaine de kits alimentaires à des familles pour les soulager. Le coronavirus est réel, il est extrêmement contagieux et il est surtout mortel. Pour freiner son avancée, tout le monde doit s'y mettre. L'ANADER a décidé de jouer son rôle dans cette guerre. Depuis quelques semaines, l'agence sensibilise et forme les populations rurales au respect des gestes barrières. Les précisions de Cheikh Koné Aboubakar. 1100 agents repartis sur toute l'étendue du territoire national au service de la lutte contre le Covid-19. C'est l'important dispositif déployé par l'Agence d'appui au développement rural, ANADER, et ce, fort de son expérience dans la conduite d'actions de sensibilisation et de formation dans la lutte contre les pandémies en milieu rural. Cette vaste campagne de sensibilisation débutée dans la commune de Bingerville s'étend à plusieurs localités dont Djetouankro et bien d'autres. À Bingerville, nous avons apporté un appui en termes de kits, en termes de dispositifs de lavage des mains, en termes de gel hydroalcoolique. Nous en avons apporté au niveau des... Nous avons fait des dons à un certain nombre de structures que je peux citer ici. Et ces actions sont en cours de renforcement au niveau du milieu rural, dans pratiquement toutes nos directions régionales et même aussi pour un certain nombre de communautés au niveau du milieu local. L'ANADER a un programme de lutte contre les pandémies. On a épaulé la santé communautaire dans le cadre de la lutte contre l'Ebola, dans le cadre du paludisme, on le fait, dans le cadre du VIH-Sida, on l'a fait aussi. On envisage de toucher pratiquement 1 million de ménages. Et quand vous regardez que nos ménages sont composés de 10, 15, 20 personnes, c'est vraiment des dizaines de milliers d'Ivoiriens qui vont être touchés par les programmes que nous faisons. Les exploitants agricoles et leurs familles, les organisations professionnelles agricoles et les chefs coutumiers ont été sensibilisés sur la réalité de la pandémie en Côte d'Ivoire, sur les mesures barrières à respecter, notamment la technique de lavage des mains. Les agents de l'ANADER ont insisté sur la responsabilité dont devront faire preuve les populations rurales dans cette crise sanitaire, en s'appropriant les gestes de prévention. Voilà qui est clair. Pour éviter la maladie et ralentir au mieux sa propagation, il faut adopter les gestes simples, notamment se laver fréquemment les mains. La crise sanitaire bat son plein et de bonne volonté ont pris sur elle de sensibiliser les populations sur la maladie et sur les gestes barrières. Célestin Kouala était par exemple cette semaine au quartier Colombie de Plateau, ici à Cocody. Le directeur général du logement et du cadre de vie y a sensibilisé les populations sur les bonnes pratiques, puis il a fait don de vivre et de non-vivre. Godefroy Okambawa. Quartier Colombie de Plateau, dans la commune de Cocody. Un quartier populaire où la distance sociale d'1 mètre entre personnes peine à être observée. Le directeur général du logement et du cadre de vie, Célestin Kouala, est allé dans ce quartier pour sensibiliser les populations sur l'utilité du port du cache-nez. Plusieurs cours communes ont reçu également des seaux pour le lavage des mains. Je vais mettre de l'eau dedans, un peu de javel, et puis, comment on appelle ça, le gel. Chaque matin, en tout cas par heure, on lave la main seulement. Au cours de cette tournée de sensibilisation, le donateur a voulu également s'associer à l'élan de solidarité lancé par le gouvernement. Des kits en vivres et non-vivres, composés de riz, de pâtes alimentaires et de gel hydroalcoolique, ont été mis à la disposition des populations. Au niveau des quartiers sociaux aussi, nous avons besoin de ça. Il y a des gens qui sont là qui n'ont même pas 1 kilo de riz pour manger. En les donnant ça, vraiment, ils seront très contents. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens continuent de se regrouper sans respecter les 1 mètre. Il fallait qu'on vienne dans les quartiers, même si c'est des quartiers dits précaires, il faut qu'on vienne pour sensibiliser nos parents. Il n'y a pas 10 000 façons de freiner la maladie aujourd'hui. C'est de se laver les mains régulièrement, à tout moment. Si on n'a pas de quoi se laver les mains, il faut avoir simplement du gel sur soi. Des messages en langue nationale ont permis aux femmes de comprendre la gravité de cette pandémie. Les populations de ce quartier ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation afin de stopper la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Rien n'est plus beau que de donner. Donner avec le cœur, être généreux, solidaire en cette période de crise sanitaire. Une structure bancaire vient de remettre un lot de savon liquide, d'essuie-tout, de seaux, de gants, de masques de protection.
Un matériel d'équipement et de produits sanitaires d'une valeur d'environ 5 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Sidonie Davila, reportage. Environ 5 millions de francs CFA de matériel d'équipement et de produits hydroalcooliques offerts par une société bancaire de la place. Ce microcrédit, à travers ce don au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend participer à l'effort national. Notre institution voudrait vous accompagner dans cette lutte en vous remettant ce don symbolique. Tous les jours, dans nos différentes agences, nous ne cessons d'insister sur les mesures de prévention. Nous voudrons également vous exprimer tous nos encouragements dans cette lutte que vous menez au quotidien pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous restons convaincus que la solidarité de tous nous aidera à venir à bout de cette pandémie. Merci pour la démarche. Si nous voulons gagner la bataille qui consiste à endiguer cette pandémie, il faut passer par la sensibilisation des modes de transmission et comment faire pour briser ces chaînes de transmission. Les dons de cette entreprise bancaire viennent renforcer les acquis du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en vue de la sensibilisation sur le terrain. Je vous parlais de générosité et d'entraide. Eh bien, dans la région du Poro également, cela se manifeste véritablement. Les cadres de la région, unis comme un seul homme, ont fait un don de 111 millions de francs CFA de vivres et de non-vivres aux populations défavorisées. Remise faite cette semaine au Centre culturel de Korogo en présence de notre correspondante Ami Sissoko. 270 tonnes de riz, des milliers de bouteilles d'huile de table et de boîtes de tomates concentrées. C'est l'essentiel du don des cadres du Poro en cette période difficile de Covid-19. Principal bénéficiaire, les couches défavorisées des départements de Korogo, Dikodougou, Sinematiali et Mbengue. La vertu pédagogique étant la répétition, nous voudrons vraiment lancer un appel au-delà de cette tribune à chacun et à chacune, afin que nous prenions conscience de la réalité de cette pandémie qui est le coronavirus. C'est une réalité. Nous devons tous, autant que nous sommes ici, dans tous les milieux où nous nous trouvons, nous devons être les porte-voix du gouvernement. Coût total des dons, 111 millions de francs CFA. Ils ont pour destinataires principaux les veuves, orphelins et handicapés, les malades mentaux du centre Jubilé. Nous nous excusons pour cette interruption brusque. Ce reportage vous sera proposé ultérieurement. Quand vous n'avez rien à faire dehors, restez chez vous. C'est aussi une mesure barrière au nouveau coronavirus. La limitation des déplacements non essentiels fait même partie des mesures arrêtées par le gouvernement. Plusieurs d'entre vous l'ont compris, ils s'auto-confinent pour se protéger et protéger les autres, mais demeurent cependant en relation avec l'extérieur grâce aux technologies de l'information et de la communication. Grace Kando a frappé récemment à quelques portes de familles confinées. Regardez. Au deuxième étage de cet immeuble à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody, se trouve Carole, étudiante en première année de droit. Avec le Covid-19, les habitudes liées au déplacement ont changé au regard de la situation. Les TIC sont désormais une solution pour limiter ces nombreuses sorties. Et concernant la réunion, finalement, c'est annulé vu qu'on doit respecter les distances. On peut faire quelques courses sur Internet, prendre les nouvelles de nos amis sur WhatsApp, Facebook. Le portable, il est plus utile en ce moment pour prendre des nouvelles de nos amis. Son jeune frère Jean Faniel, élève en classe de 3e, lors de notre incursion dans cette famille, suit les cours à la télévision initiés par le ministère de l'Éducation nationale. Son programme de sortie a été revu. Quand je ne comprends pas quelque chose, j'appelle mes professeurs sur WhatsApp pour m'expliquer quelques cours que je ne retiens pas. La limitation des déplacements non essentiels, une mesure qui a fini par s'imposer dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ici aussi, dans la famille Yobou, le constat est le même. Seul le chef de famille est habilité à faire les courses. J'ai tenu aux enfants de sortir, moi qui fais toutes les courses, de 8h jusqu'à midi, ils étudient. Mais après midi, ils font un peu la sieste. Après le Yobou,
Un tour dans ce supermarché pour faire le constat. Les sorties sont limitées vraiment. Quand ce n'est pas nécessaire, je suis à la maison avec les enfants. Les enfants aussi, c'est pareil. Tu sors, tu fais ta course et c'est chronométré. Une situation vérifiée lorsqu'on interroge les acteurs des transports en commun. On n'arrive pas à faire une recette de 17 000. On fait maintenant, on fait moins. À 5 000, 7 000. Avant, on gagnait 15 000. Aujourd'hui, on se retrouve à 3 000, 4 000. Ça veut dire que la recette a diminué totalement. Notre souhait, c'est pour que tout ça, ça finisse. Avant la maladie, on peut faire 7, 8, souvent 10 tours par jour. Avant, quand ça marchait. Mais maintenant, si on a trop fait, c'est 2 tours. Ça ne marche pas. Si on a trop fait, c'est 2 tours. Puisqu'on fait 2 heures du temps avant de charger un para. La preuve que la limitation des sorties est une réalité. Les déplacements non essentiels, en plus des mesures barrières annoncées par les autorités ivoiriennes, visent à endiguer la propagation du Covid-19. Et vous, comment vivez-vous votre confinement? Aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, votre magazine hebdomadaire préféré, je reçois un médecin psychiatre. Avec lui, nous allons parler confinement, quarantaine, isolement. Docteur Brunguesson, merci encore d'être là avec nous. Suivons ensemble ce reportage, puis on revient pour échanger. L'autoconfinement est recommandé à toute personne ayant séjourné dans une localité affectée par le coronavirus ou toute personne ayant été en contact avec un sujet testé positif. Selon le principe, le concerné reste en isolement pendant 14 jours. Il est en contact de façon permanente avec les autorités sanitaires pour un suivi. L'objectif de l'autoconfinement est de stopper la chaîne de contamination de la pandémie. Si nous ne vous surveillons pas et que vous développez les signes, lors de vos mouvements, vous allez contaminer d'autres personnes. Il est fondamental que vous restez à la maison. Lorsque vous êtes à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous portez un masque. Vous évitez les contacts étroits avec les personnes de l'entourage. C'est pour éviter de les contaminer. Les personnes contacts reçoivent régulièrement des SMS. Et sur ces SMS, on vous demande, avez-vous présenté de la toux? Avez-vous présenté une fièvre? Nous souhaitons que ces réponses soient sincères et franches. Ces SMS proviennent du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Donc, lorsque nous recevons les réponses de ces personnes, nous les traitons. Et en cas de fièvre, l'équipe sera pour vous faire un prélèvement. Ce n'est pas une prison, mais c'est un changement d'habitude. Un changement d'habitude, mais utile dans le combat pour freiner la propagation de la maladie. Merci à Moussa Konaté. Et docteur, c'est quoi le confinement? Alors, pour comprendre le confinement, il y a 3 notions. Il y a d'abord la notion d'isolement. Le sujet qu'on isole, c'est quelqu'un qui est infecté et qui présente des signes qui nécessitent des soins. Ou qui est suspect, non? Pas suspect. Pour isoler un patient, ça veut dire qu'il est déjà confirmé, mais il présente des signes qui nécessitent des soins. Donc on l'hospitalise dans des services appropriés et on le soigne. La mise en quarantaine, c'est celui qui a eu contact avec un sujet positif. Et donc, on va le mettre en quarantaine pour le surveiller, comme le docteur vient de le dire. On le met en quarantaine, généralement autour de 10, 14 jours. C'est le temps d'incubation. Et puis, après les 14 jours, vous n'avez pas de signe, on fait votre test, il n'y a rien, on vous libère. Le confinement, il est beaucoup plus, j'allais dire, un peu général. Qu'on soit malade ou non, on peut être confiné. On demande aux gens, dans le cadre du confinement, restez chez vous. C'est l'esprit, restez chez vous. Vous n'êtes pas malade, restez chez vous. Il y a des cas aussi où la personne est testée positive et qui ne présente aucun signe et qui ne nécessite pas de soins particuliers. Il est asymptomatique. Il est asymptomatique. Il est confiné chez lui parce que tous les 800 cas positifs, on ne peut pas aller les hospitaliser s'il n'y a pas de nécessité de soins. Voilà un peu les différentes notions que nous avons en termes d'isolement, quarantaine et de confinement. Et à côté de cela, il y a bien sûr l'autoconfinement. On décide soi-même. On décide soi-même parce qu'on voit l'importance, on voit la nécessité de se protéger. De se protéger et surtout de protéger les autres. Et justement, c'est l'importance du confinement parce que ça permet de contrôler la pandémie, ça permet de contrôler la circulation du virus et à terme, bien sûr, couper la chaîne de contamination. Et ce n'est pas un fait nouveau, le confinement. Ce n'est pas nouveau parce que chaque fois qu'il y a pandémie, chaque fois qu'il y a épidémie, on fait appel à ces mesures. C'est vrai peut-être que notre génération en Côte d'Ivoire n'a pas connu une crise sanitaire de cette ampleur, donc on ne connaît pas ça, mais en réalité ça existe.
Il y a l'exemple, par exemple, récent c'est pas lointain, l'épidémie à Ebola. C'est vrai qu'on n'a pas eu ça, mais les pays qui ont subi cela ont dû procéder à ces mesures. Il y a le syndrome respiratoire aigu sévère qui a sévi un moment en Europe, le SRAS. Et toutes ces pandémies-là nécessitent que les pouvoirs publics prennent des mesures pour amener les populations à se confiner ou à mettre en quarantaine en fonction du cas. Aujourd'hui, c'est une pandémie, comme le monde a jamais connu, une pandémie qui arrive peut-être une fois seulement par siècle. Peut-être, mais les causes sont quand même multiples pour être confiné. Oui, mais principalement, il s'agit de causes sécuritaires. Dès lors qu'un État estime que la sécurité des populations est en cause, l'État prend des mesures pour confiner les populations, pour encourager les populations à être confinées. Mais ici, il s'agit d'un problème sanitaire, il s'agit d'une crise sanitaire. Donc le confinement ici est lié principalement à un problème sanitaire. Mais il peut y avoir des problèmes de sécurité où le gouvernement peut prendre la mesure de dire, pour des questions de sécurité, peut-être pendant 2 jours, 3 jours, restez chez vous. Et quel peut être l'impact du confinement sur les populations? Alors l'impact, il faut voir ça sur 2 axes. Mais avant de donner des effets négatifs. Bien sûr, mais avant de donner les effets, je voudrais qu'on retienne que malgré l'effectivité des effets négatifs, il est bon de tenir compte de ce qu'on gagne comme bénéfice. Je souffre, c'est vrai, mais en regardant ce que je gagne, je préfère souffrir. Donc les effets négatifs, c'est sur tous les plans. Au plan spirituel, aujourd'hui, on n'arrive plus à se réunir pour prier dans nos églises, dans nos mosquées. Au plan économique, c'est désastreux, les gens qui perdent leur emploi. Au plan social, il y a la violence. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure dans l'élément qui est passé. Au plan éducatif, les enfants ne vont plus à l'école, c'est des conséquences. Mais tout cela va avoir des répercussions au niveau psychologique, au niveau de notre santé mentale, c'est-à-dire au niveau de notre bien-être. Quand ça ne va pas spirituellement, quand ça ne va pas économiquement, quand ça ne va pas socialement, il y a souffrance, il y a détresse. Et en ce moment-là, nous allons être stressés, nous pouvons déprimer, nous pouvons avoir des problèmes d'insomnie. Et donc, en un mot, toutes ces conséquences vont entraîner chez les populations la souffrance. Des crises d'angoisse et même des suicides, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr, parce que quand vous êtes dans une situation extrême et que vous estimez qu'il n'y a pas d'issue, parce que celui qui se suicide, généralement, c'est parce qu'il pense qu'il n'y a pas d'issue au problème qu'il vit. Et puis les problèmes vivants, il y a par exemple la crise, le problème de confinement. Il y a des pays où ça fonctionne bien. Mais est-ce que sous notre pic ici, vous pensez que par rapport à la sociologie locale, ça pourrait être possible, facile, un confinement total par exemple? C'est difficile, mais si ça l'impose, les autorités aviseront. Mais on souhaite ne pas y arriver. C'est pour ça que je pense qu'il faut déjà respecter ce qui est en cours. C'est difficile parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes. Vous savez, même les ports de masques, c'est récemment qu'on a appris ça ici. Dans les pays où il y a eu l'épidémie de SRAS, par exemple, ils sont habitués au port de masques. C'est pour ça que très rapidement, les produits qui ont suivi n'ont pas eu ce genre de situation en dehors du milieu hospitalier. Donc, du coup, c'est une nouvelle habitude. Et il va falloir donc sensibiliser si ça s'impose à nous. J'ai dit tout à l'heure qu'il est important que les populations comprennent le bien fondé. Je souffre, c'est comme je vais à l'école. Vous savez, les examens de fin d'année, généralement, c'est au mois de juin. Juin, juillet, où il pleut. Le sommeil est doux, comme on le dit. Mais je me prive du sommeil en regardant aux résultats, au succès que j'envisage. Et par conséquent, je m'engage même si j'ai sommeil. C'est la même chose. Si le confinement devait s'imposer, il existe déjà, j'allais dire de façon partielle. Parce qu'avec le couvre-feu, c'est un confinement, on nous oblige légalement à rester à la maison. Le couvre-feu nocturne. Oui, c'est ça. Oui, vous venez de l'évoquer, on parle de violence conjugale, violence domestique sur les conjoints, sur les enfants même. La ministre Liramata vient de l'évoquer. Pourquoi, selon vous, cela arrive? Est-ce parce que les conjoints ne sont pas forcément habitués à vivre ensemble tout le temps, à être ensemble 24 heures sur 24? Oui, évidemment, le confinement modifie nos habitudes de vie. Je ne suis pas habitué à rester avec mes enfants. Je ne suis pas habitué à rester avec mon partenaire ou ma partenaire. Nous n'avons pas habituellement des relations de qualité. Le confinement m'oblige et ça devient difficile à gérer parce que je n'en ai pas l'habitude. Vous savez, si vous n'avez pas appris à parler avec votre enfant ou votre femme, quand on vous met en contact, ça devient difficile. Donc c'est ce changement-là
Or, tout changement est difficile. Tout changement d'habitude est difficile. Et c'est ça aussi une des difficultés à respecter les mesures que le gouvernement prend. C'est un nouveau style de vie. Je disais à quelqu'un que quand on vous parle de couvre-feu, par exemple, moi, ce n'est pas un problème pour moi parce que je ne suis jamais dehors la nuit. Mais quelqu'un qui a l'habitude... Mais il y a la vie la nuit. Il y en a qui gagnent leur vie. C'est ce que je dis justement. Donc, c'est une question d'habitude. Ils gagnent leur vie, mais qui aiment aussi bien vivre la nuit. Ceux-là, c'est une modification qui entraîne la souffrance et c'est difficile. C'est la même chose que dans les foyers. Les personnes ne sont pas constamment à la maison. On n'a pas l'habitude de discuter. Là, on est maintenant obligé de passer plus de temps. Et ça devient difficile à gérer. Et les violences, les coups émotions, arrivent. Les coups arrivent, malheureusement, qu'on ne doit pas souhaiter. De toute façon, la loi condamne. On espère qu'avec la sensibilisation de Madame la ministre, ça va s'arrêter. Il y a quand même des effets positifs, docteur. Absolument. Le premier effet positif, c'est ce que nous allons avoir en respectant le confinement, c'est la fin de la pandémie. Je crois qu'il faut aller dans ce sens. Tout à fait. Ouais. Si nous respectons les mesures édictées par nos autorités sanitaires et étatiques, la pandémie va prendre rapidement fin et nous allons retrouver une vie normale. Donc, c'est un effet positif. Ensuite, maintenant, on a le temps d'être en famille, même si quelquefois, ça crée des conflits. Il y en a qui aiment rester en famille, qui malheureusement, à cause du boulot, n'ont pas le temps. Maintenant, ils ont un peu plus de temps pour eux-mêmes. Ils ont un peu plus de temps avec les enfants. On peut créer de nouvelles activités pour lire. On peut prier. Donc, on a un peu de temps pour soi. Vous savez, Abidjan, avec les courses, on aime dire, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, on est tout le temps parti. Maintenant, le temps nous est donné gratuitement. Donc, profitons-en. On dit souvent que pour être créatif, il faut savoir s'ennuyer. Les artistes peuvent mettre à profit ce moment-là. Les peintres peuvent sortir de belles œuvres. Je vous donne un exemple d'un ami qui fait les affaires, qui m'appelle, il me dit, mais écoute, je ne suis pas habitué à rester en place. Le confinement me fatigue. Il dit, mais réfléchis à tes projets. 3 jours, il m'appelle, il me dit, ben, écoute, mes idées ont pris, j'ai même commencé à mettre en œuvre le résultat de mes réflexions. Un malade qui est marginalisé, qui est stigmatisé, comment il doit se comporter? Comment il doit subir ça? Il doit supporter tout cela? Ce n'est pas souhaitable. Parce que la marginalisation, la stigmatisation, c'est le rejet. Et une des grandes souffrances, en dehors de la pauvreté, c'est d'être rejeté. C'est déprimant. Et quelqu'un qui est rejeté peut aller jusqu'au suicide quand il déprime. Mais la bonne façon, c'est de compter sur ses ressources personnelles. Dieu a mis en chacun de nous des possibilités pour pouvoir faire face aux difficultés. C'est aussi savoir compter sur des amis. C'est de savoir compter sur des parents, mais savoir compter aussi sur Dieu par excellence. Vous savez... Quand malgré tout ça, on est quand même marginalisé, comment on fait pour supporter? Comment on arrive à vivre avec? C'est ce que je dis, c'est d'accepter la situation. Tout simplement. Accepter. Oui, bien sûr. Et quand on n'a pas cette expérience, on a des travailleurs pour ça, il y a des psys qui sont là, on a même des guides religieux qui peuvent nous aider. Vous savez que la spiritualité peut nous aider à régler cette affaire parce que quand vous lisez les Écritures et que vous avez une certaine foi, ça vous aide. Dans la Bible, par exemple, il est dit que nos cœurs ne se troublent point, que Dieu nous donne la paix. Alors, si je médite, je crois qu'il y a son équivalent dans le Coran, je me suis renseigné à mes amis musulmans, et c'est parfait. Donc, la religion même est une source pour nous aider. Et quelqu'un qui est marginalisé, comme on le dit dans le milieu religieux, que ce soit milieu musulman ou chrétien, Dieu nous accepte. Sauf qu'on ne pratique pas tous une religion. Il y en a des athées, malheureusement, et qui peuvent... s'appuyer sur des amis, s'appuyer sur des professionnels. D'accord. Si on a réussi à vivre 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans personne autour, est-ce que finalement cela ne va pas affecter nos rapports sociaux plus tard, après la pandémie? Absolument, parce que la qualité de la vie d'une personne, c'est les relations sociales. On pourra même maintenant être habitué à ne pas fréquenter l'autre. Parce que plus la pandémie va durer, plus on va acquérir de nouvelles habitudes. Et si ces habitudes nous ont éloignés de nos amis, on peut aller au repli sur soi. On peut perdre confiance en soi, etc., etc. Donc, il est évident que si ça dure plus, les effets vont perdurer plus. Après le confinement, et ce sera ma dernière question, il y aura l'étape de déconfinement. Comment se prépare cette période? Alors, je voulais dire que je pense que le gouvernement prendra les dispositions pour annoncer, parce que c'est un processus. Ce n'est pas comme un match de football où après avoir raté 2 pénaltys en 2015, on est stressé et on est libéré avec Copa, et puis on est dans la rue, on danse. Il ne s'agira pas de danser même quand on annoncera la fin du confinement. Parce que le virus serait probablement encore en train de circuler.
Et si vous suivez dans les grands pays où les dispositions sont en train d'être prises, on dit attention, attention, ne nous laissons pas aller à l'excès. Nous devons poursuivre le respect des mesures édictées par le gouvernement. Donc ce ne sera pas une faute populaire. Il faut que psychologiquement les populations se présentent à ça. J'ai entendu dire le jour où on va dire confinement est fini, qu'on est au déconfinement. Quand la pandémie est finie. Quand la pandémie est finie, on va fêter. Mais la maîtrise de la pandémie ne suppose pas la fin de la circulation du virus. Ça peut être sous contrôle, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Il peut y avoir encore des flambées. Et donc, psychologiquement, les populations devaient être prêtes pour ça. Et après l'arrêt de la mesure, les effets du confinement peuvent exister encore longtemps. Des années durant, selon la durée, selon les effets pervers, cela peut prendre des années parce qu'il y a notion de traumatisme. Et les conséquences du traumatisme, je vous assure que ça peut aller au-delà de plusieurs années. Merci, docteur. Je vous en prie. Docteur Brou Nguessan, médecin psychiatre, vous êtes venu nous aider à comprendre le confinement, à le supporter, à l'accepter, pourquoi pas, compte tenu de ses nombreux avantages. Merci encore d'être venu et attendez-vous à notre coup de fil. Nous vous ferons certainement encore appel avant la fin de cette pandémie. Bon retour chez vous et très bon confinement. Avant de nous quitter, sachez que ce dimanche 19 avril, les électeurs maliens se rendent aux urnes pour renouveler leur assemblée. Le second tour des élections législatives se tient dans une ambiance particulière en pleine pandémie mondiale de coronavirus et alors que la crise sanitaire continue au nord et au centre du pays. Il reste encore 125 députés à élire ce dimanche. 22 ont été élus au premier tour, parmi eux Soumaïla Cissé dans sa circonscription à Niafonké, et ce malgré son absence car le chef de file de l'opposition a été enlevé par un groupe djihadiste le 25 mars. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. Merci surtout à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui bravent chaque jour le coronavirus pour venir travailler et vous offrir un journal de qualité. Merci à Abiba Dambele Saoué, Adama Kone, Gbandaga Ouattara. Merci à Sophie Brou, Aurélia Droukula, Jacques Brou, Stéphane Conan, à tous les autres, sans oublier nos braves reporters qui prennent chaque jour plaisir à vous offrir le meilleur. Bon dimanche de confinement.